Ahmed Suzanne Camara, entendu sur le fond du dossier hier par le juge du 3e cabinet d'instruction, la défense va dès aujourd'hui déposer une demande de liberté provisoire. Législative anticipée du 17 novembre prochain. Au total, 8 recours ont été déposés au Conseil constitutionnel. 5 de ces recours sont portés par la coalition Taku Wallu Sénégal dirigée par l'ancien président Macky Sall. Les investitures, justement pour ces législatives, grincement de dents dans certaines coalitions. Mamadou Dione, par exemple, le maire de Diass, il renonce à soutenir Amadou Ba. Il donne ses raisons dans ce midi. À l'Assemblée nationale, beaucoup de figures remarquables seront absentes de la 15e législature en vue. Mohamed Ali Mouba dévoile quelques figures pas investies. L'actualité internationale, Fama Dione, au Cameroun d'abord, encore des interrogations sur l'état de santé du président Paul Biya. Et puis aux États-Unis, un pilote décède en plein vol. Le sport, Malal Diagne Junior, première sortie du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor sur le départ d'Aliou Cissé. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba, et puis à la législative anticipée, plusieurs recours sur la table des 7 sages du Conseil constitutionnel. Dans la rubrique Point de vue, nous allons débattre de l'arrêté portant sur le règlement intérieur des établissements scolaires. Rendez-vous dans 30 minutes avec nos 2 intervenants. Daliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, le Conseil constitutionnel qui a reçu 8 recours de coalition est parti après la publication provisoire des listes pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Selon des sources de RFM, 5 de ces recours ont été déposés par la coalition Taku Wallu Sénégal dirigée par l'ancien président de la République, Macky Sall. Un des 10 recours concerne l'éligibilité d'Ousmane Sonko, la tête de liste du parti PASTEF. Et puis les investitures pour les législatives, des grincements de dents dans plusieurs coalitions. Mamadou Dione, par exemple, le maire de Diass, il renonce à soutenir Amadou Ba à ces élections et annonce sa démission de la coalition Diamak Ndiering. Investi comme 3e suppléant sur la liste départementale de Mbour, il dénonce un manque de considération et va, dit-il, créer sa propre formation politique dénommée Bëgg Sénégal. Voici Mamadou Dione, le maire de Diass, avec Ndeye Mati Dieng. Mamadou Dione, suppléant d'une liste proportionnelle départementale, aurait pu logiquement être évité si l'élégance et la logique politique n'avaient pas déserté l'esprit de ceux que je qualifie de faiseurs de liste. S'ils m'avaient demandé en gentleman mon avis sur le positionnement de mon nom, je leur aurais répondu aussi en gentleman que je décline l'offre et tout serait rentré dans l'ordre sans désordre. En demandant, s'il n'est trop tard, le retrait de mon nom de cette liste, je pose concomitamment un acte nouveau qui balise une nouvelle posture politique que je tiens à dire en toute légalité, en toute clarté, en toute responsabilité et dignité, 2 marqueurs forts de ma personnalité et de mon caractère. En effet, et définitivement, je veux que nous notons que Mamadou Dione tourne la page de toute forme d'adhésion aux courants politiques classiques actuels. Mamadou Dione, le maire de Diass, donc, qui renonce à soutenir Amadou Ba. Les législatives anticipées du 17 novembre prochain, les candidats des listes conduites par Amadou Ba et Ousmane Sonko à Matam engagent le défi pour renverser la coalition Taku Wallu portée par l'Alliance pour la République. Mission qui s'avère difficile mais pas impossible dans cette région qui depuis 2009 est considérée comme le titre foncier de l'ancien président Macky Sall. Ali Bandel Niang, notre correspondant sur les forces et faiblesses de ces 3 coalitions en présence à Matam. Cheikh Omar Bass à Matam, Samba Kamara à Ranérou, Malessila à Kanel, voici les 3 têtes de liste départementales pour la reconquête de la région de Matam où PASTEF n'a jamais gagné une seule commune. Barka Sissé, membre du collectif des cadres de PASTEF. J'avoue que fondamentalement la tâche n'a jamais été facile pour nous, patriotes de la région de Matam, mais je tiens à vous dire que depuis la chute de ce régime, les gens de la PR depuis ont entretenu une campagne de diabolisation allant jusqu'à dire que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko régionalisaient la région de Matam. La récente visite du président Ousmane Sonko au niveau de Matam en qualité de premier ministre suffit largement comme élément de réponse. Côté de la coalition de l'ancien premier ministre Amadou Ba, Abou Diallo Balel à Matam, Ousmane Ba à Ranérou et Amadou Sambakan, le maire de Ounaré à Kanel, tous des anciens de l'APR qui devront en découdre avec leurs compagnons d'hier. Amadou Sambakan, tête de liste de Kanel. Malheureusement, la famille s'est effritée, bon, les gens se sont séparés. Il faut bien que les héritiers, chacun prenne sa
part. Nous sommes tous des héritiers de l'APR et nous allons prendre notre part et j'espère bien une bonne part de ces titres fonciers. Surnommé le titre foncier de Macky Sall depuis 2009, les listes de Taxawu Wallu Sénégal sont conduites par Mamadou Diaw, maire de Matam, Amadou Diallo à Ranérou et Daouda Dia, maire de Horkadiéré. Selon Yero Farbassi de la COJER, il n'y aura pas de combat le 17 novembre. PASTEF n'est que de nom. La population matamoise ne partage même pas les idéaux que porte le PASTEF. La démarche de PASTEF n'augure pas vers des lendemains meilleurs pour notre chère région. Ça c'est clair. Je ne pense pas qu'aujourd'hui la présence de Amadou Ba peut faucher nos calculs. Rien vraiment altérer notre électorat. Sur la base des résultats de la dernière présidentielle, Ousmane Sonko et Amadou Ba devront carburer fort pour espérer renverser la coalition portée par Macky Sall, qui n'a jamais perdu la région depuis 2009. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Et puis à l'Assemblée nationale, vous le savez, beaucoup de figures remarquables seront absentes de la 15e législature au terme du scrutin du 17 novembre prochain. Mohamed Ali Mouba dévoile ici quelques figures pas investies. Parmi ces figures de proue qui vont certainement manquer à l'Assemblée nationale, Moussa Diakhaté, élu sur la liste Bokkiskis, il était membre de Benno Bokk Yakaar, président de la commission des lois. Il a été zappé sur la liste de Taxawu Wallu Sénégal. Autre ancien élément de Benno Bokk Yakaar à ne pas figurer sur les listes électorales, Aliou Dembourou Sow, député de Ranérou, parlementaire de la CEDEAO, 3 mandats successifs, tout comme Ibrahima Baba Sall, le premier vice-président de l'Assemblée nationale sortante, ancien de Benno Bokk Yakaar. Le député de Bakel a vu sa liste rejetée. Abdoulaye Wilane n'a guère eu meilleur sort. Depuis 2012, le député socialiste membre de Benno fréquente l'hémicycle. Non investi cette fois, il va manquer à l'appel. Le chef de la délégation des parlementaires de la CEDEAO, Souleymane Ndoye, oublié lui aussi. Dr Malick Diop, ancien de l'AFP, membre de Benno, non investi lui aussi. Du côté de l'ancien Yewwi, c'est Ahmed Aïdara, l'identité remarquable. Député maire de Guédiawaye, élu sur la liste Yewwi Askan Wi, Ahmed ne revient pas puisque zappé par le PASTEF. Le député du PUR, Mamadou Niang, l'homme qui avait eu des bisbilles avec Amin Ndiaye Gniby, oublié dans les investitures. Par contre, son compère Massata Samb, lui, a des chances de revenir, puisqu'investi sur la liste Sam Sakadou de Barthélémy Diaz. Amin Ndiaye Gniby, elle, figure sur la liste Diamak Ndiering d'Amadouba. Mohamed Ali Mouba, midi 9 minutes, la suite du journal. Le coordonnateur du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, Ahmed Suzanne Kamara, il a été entendu sur le fond du dossier hier par le juge du troisième cabinet d'instruction. D'après un de ses avocats, il a regretté les propos qui lui valent aujourd'hui son incarcération depuis plus de 2 mois maintenant. Ahmed Suzanne Kamara est poursuivi notamment pour offense au chef de l'État après une déclaration désobligeante contre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les avocats du militant de l'APR déposent aujourd'hui même une demande de liberté provisoire pour leurs clients et ils espèrent une suite favorable. Écoutez là-dessus Maître Salim Amadou Thiam. Depuis qu'il a été placé sous mandat de dépôt, le juge qui avait en charge de ce dossier-là avait été affecté. Donc depuis lors, on attendait la nomination de nouveau juge. Donc il a été entendu hier. Ça s'est très bien passé. Bon, il n'a souhaité d'ailleurs revenir sur les déclarations qu'il a faites. Donc ce qui veut dire que, encore une fois, il n'a jamais eu l'intention d'offenser. Il a tenu des propos, certes, qu'il a reconnus. Mais qu'il n'avait pas l'intention d'offenser ni le président de la République encore moins le Premier ministre. Toujours est-il que donc c'est des propos qui sont tenus, l'intention n'y était pas, donc qu'il n'a pas souhaité réitérer. Donc ce qui veut dire que peut-être autrement, dans d'autres circonstances, il les aurait reformulés d'une autre façon. Il regrette ses propos donc. Bon, il l'a pas dit de cette façon, mais nous estimons, vous avez vu, même sa famille a fait une conférence presse après présenter des excuses en son nom. En tout cas, il a dit devant le juge que c'est des propos qu'il n'aurait pas tenus comme il l'a fait, en tout cas, si c'était dans d'autres circonstances. Nous allons déposer dès aujourd'hui une demande de mise en liberté provisoire et nous espérons que le juge va faire droit à cette demande et que préalablement que le procureur de la République ne va pas s'opposer à cette demande, puisque nous sommes quand même dans une période d'apaisement. On a vu des personnes, des citoyens qui avaient été poursuivis pour des faits quasi similaires dont les dossiers ont été d'ailleurs classés sans suite. Nous espérons que le procureur de la République ne va pas s'opposer et que, in fine, le
le juge d'instruction va faire droit à notre demande, qui va le libérer parce que c'est un enseignant. Il y a déjà la rentrée des classes. Je pense qu'il a sa place dans les écoles et au sein de son syndicat. La rentrée des classes, justement, avec cette polémique plutôt née de l'arrêté ministériel qui a été notifié aux inspecteurs d'académie hier, un arrêté qui continue de faire bruit, lequel arrêté invite les établissements publics comme privés à soumettre le règlement intérieur aux IA pour approbation et accepter donc les signes religieux, le port du voile ou la croix, entre autres. Mais la question que l'on se pose est de savoir quels sont les établissements réellement visés. Koumba Sandiane Faye dans un court instant. Le temps d'aller à Fatick, au lycée technique et professionnel, où la rentrée des classes a été reportée au 14 octobre prochain. L'établissement est inaccessible à cause des eaux pluviales et les salles de classe toujours pas désinfectées. Le proviseur qui s'en est ouvert à Aminata Goudiaby a évoqué d'autres problèmes. 3 jours après l'ouverture des écoles, pas l'ombre d'un élève au lycée technique et professionnel de Fatick. Seuls quelques enseignants marquent leur présence. De la boue et une forte présence des eaux de pluie rendent impraticables les chemins qui mènent à l'établissement, implanté sur un site inondable. Mbagnick Faye est le proviseur du lycée technique et professionnel. Bon, nous n'avons pas encore effectivement démarré les cours. Déjà, le lycée est difficile d'accès. Il n'y a aucune voie qui mène vers le lycée, vers l'établissement. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, il n'y a pas encore de démarrage effectif. Mais nous comptons quand même, si tout va bien, démarrer le lundi prochain, 14, Inch'Allah. Contrairement aux autres écoles de la région, le lycée technique n'est toujours pas désinfecté et les herbes sauvages trônent encore sur la cour. Nous avons tenté un désherbage. Nous sommes en train de désherber, mais avec les dernières pluies, c'était un peu difficile. C'est que les salles ne sont pas encore désinfectées. Donc, à ce jour, on n'a pas encore un appui d'une quelconque autorité qui devrait nous permettre de faciliter ce travail, le nettoiement de la cour, la désinfection des salles. Tout ça, franchement, rien à être. Nous devrions seuls pour pouvoir le faire. Le proviseur Mbagnick Faye, à la tête du lycée depuis 2018, liste d'autres problèmes auxquels l'école est confrontée. Il demande plus d'attention aux autorités. Le lycée n'a toujours pas d'acte de création. C'est ni arrêté, ni décret, ni rien du tout. Et ça bloque le partenariat que nous voulons développer. La connexion Internet pose problème. Nous avons une salle multimédia, mais le lycée n'a pas de connexion Internet. Quand on a saisi la Sonatel pour avoir une ligne téléphonique et une connexion Internet, ils nous ont demandé les actes de création de l'établissement, ce qui n'existe pas. Donc ce sont des difficultés qui plombent l'envol de l'établissement. En revanche, l'électrification est effective. Le lycée a également bénéficié de beaucoup d'équipements grâce au ministère de la formation professionnelle et du 3FPT. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, midi 14 minutes, la ministre de la Famille et des Solidarités qui s'explique sur les 6 mois de retard de paiement des bourses de sécurité familiale. Vous avez peut-être entendu les bénéficiaires sur cette antenne hier. Maïmouna Dieye évoque des problèmes de trésorerie et de tension budgétaire. Toutefois, elle annonce que cette situation sera bientôt réglée. Maïmouna Dieye, interrogée par Eladji Ndiogou. Pour les bourses de sécurité familiale, vous parlez d'arriérés, mais c'est plutôt des allocations. Et c'est des allocations sociales qui sont réparties parmi les personnes qui sont considérées comme étant des personnes vulnérables. Et pour ce qui est de l'année 2023, effectivement, il y avait un décalage. Il y avait un décalage du calendrier dû à des tensions de trésorerie que nul n'ignore, pour les raisons aussi que nous connaissons. Vous savez la situation qu'on a trouvée dans ce pays. Et ce qu'il faut retenir, c'est que heureusement, on est en train de rattraper la situation. Donc 2023 est presque totalement réglé. Et c'est le dernier trimestre de 2023 dont les fonds sont déjà disponibles qui vont bientôt être réglés. Qui vont être mis à disposition. Maintenant, les 3 premiers trimestres, le 3e étant en cours, vont être bouclés bientôt. Et le 4e, suivra parce que les fonds sont déjà disponibles. Et puis voilà, essayer avec beaucoup de confiance de voir maintenant pour 2024 comment avancer. RFM, la radio de toute l'actualité. La suite de ce journal avec cet accident de la route qui a fait 2 morts sur le coup sur la route nationale numéro 2, la RN2. Il s'agit d'une collision entre un camion et un véhicule particulier. L'accident a eu lieu dans la région de Matam entre Nabayi Sivol et Bokissa Bundu. Information de notre correspondant Ali Bandel Niang. La route Pout-Kermatar
ou l'axe de la mort. L'évacuation des malades pose problème à cause de l'état défectueux de cette route située dans la commune de Diender. Et Cheikh Anta Diop, ce n'est pas le seul problème à Keur Matar. 7 kilomètres séparent Keur Matar de Pout. Dans cette localité, les populations sont longtemps confrontées à des difficultés. Difficultés liées à l'état de la route Pout-Keur Matar-Yadé. Ibrahim Yad, leur porte-parole. Oui, la route est très coûteuse. Pour se déplacer, on fait beaucoup d'efforts. Même les tarifs du transport sont excessifs. Pendant l'hivernal, nous rencontrons des problèmes pour sortir. Nous avons des problèmes pour transporter nos produits. Dans le domaine de la santé, Keur Matar souffre énormément. L'évacuation des malades pose aussi problème. Sur le côté de la santé, quand on a des malades qui doivent sortir pour aller dans les autres hôpitaux, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que l'ambulance... Cette localité nichée au cœur de la commune de Diender polarise beaucoup de villages. Ces jeunes demandent aux autorités académiques l'érection d'un lycée. Les villages rattachés à Keur Matar sont Yadé, Mbissau, Ndjegen, Ndam, Keur Mousso aussi. Nos élèves qui ont réussi leur BFM et pour aller dans les autres lycées pour étudier rencontrent eux aussi beaucoup de difficultés. Ici, nous n'avons pas de lycée. Les élèves sont obligés de partir dans les autres localités pour étudier. Les jeunes du village, les femmes, les personnes du troisième âge s'unissent autour de cette plateforme revendicative. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, l'hivernage de cette année, vous le savez, la pluviométrie a été au rendez-vous. Les paysans s'attendent donc à de bons rendements pour pratiquement toutes les cultures, même si certains déplorent la qualité de l'arachide qui a connu beaucoup de problèmes. Nafissa Toussila. Vraiment, on ne se plaint pas dans la mesure où le maïs est en train d'être vendu dans le marché. Un constat satisfaisant, l'hivernage n'est pas encore fini, mais les paysans se portent bien dans le Ndoukoumane. Et la pluie, ils en veulent encore, Chertian Sissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Certains, ils sont en train de couper le mil. Mais néanmoins, on a besoin encore de pluie dans la mesure où les paysans n'ont pas été dans la même ligne de départ. Il y a certains qui ont été en retard. À Gandiaï, toujours dans le bassin arachidier, les agriculteurs ont le sourire aux lèvres car on attend de bons rendements. Sidiba du CNCR, par ailleurs secrétaire général du cadre de concertation des producteurs agricoles. Comme on le dit dans le jargon des techniciens, la répartition spatio-temporelle est relativement bonne. Et pour les céréales, on s'attend à de bons rendements. Bons rendements, je ne peux pas dire des rendements recordés comme le disent les tenants du pouvoir, mais nous attendons quand même à de bons rendements, que ce soit pour le mil, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour le riz. Là, c'est les céréales. Seul bémol dans ce satisfecit, la culture de l'arachide qui connaît quelques difficultés, mais pas du tout liées à la forte pluviométrie. Néanmoins, pour la majeure partie, même l'arachide a vraiment des rendements. Donc, on a entendu même certaines polémiques au niveau de certaines localités pour dire que l'arachide n'a pas produit. Mais nous, en ce qui nous concerne vraiment. Mais pour les légumineuses, surtout l'arachide, là, nous attendons à des rendements qui seront très mitigés par rapport à ce que nous espérions avoir. On espérait avoir avec la mise à la disposition des paysans des semences qui étaient très appréciées par tout le monde. Et à la mise en place des intrants tels que les engrais arachides. Et nous pensions que les rendements tel n'est pas le cas. Ce n'est pas le constat qu'on a fait sur le terrain. Pour l'heure, les plateformes paysannes ne se plaignent pas trop. Et d'ailleurs, les pluies, les agriculteurs espèrent encore en recevoir jusqu'à fin octobre. RFM. L'actualité internationale. Avec Famadion dans ce studio, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Direction le Kenya d'abord pour commencer. Le Sénat a désormais 10 jours pour se prononcer sur le texte qui va réunir 45 voix sur 68 pour être adopté. Il s'agit là d'une procédure de destitution du vice-président Ndeye Diop. La motion a été approuvée par 281 députés sur 349 membres de l'Assemblée nationale, soit plus des 2 tiers requis, a déclaré le président du Parlement. Il y a eu 44 voix contre et une abstention. La motion doit désormais être soumise au Sénat où 49 voix seront nécessaires. Rigati Gachagua est accusé de corruption. Il a rejeté les accusations à son encontre qu'il avait qualifiées lundi soir de pure propagande
et de complot visant à le sasser du pouvoir en raison d'autres considérations politiques. William Ruto, qui est resté silencieux sur le sujet, avait choisi Gachagua comme colistier pour la présidentielle d'août 2022, déjà marqué par plusieurs accusations de corruption. Doté d'un solide réseau d'influence, l'homme politique a joué un rôle crucial dans la victoire de William Ruto face à son rival Raila Odinga. En cas d'adoption, Gachagua serait le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure instaurée dans la constitution kenyane de 2010. Direction le Cameroun Fama, là-bas le gouvernement communique sur l'état de santé de Paul Biya. Le président camerounais Paul Biya, toujours à Genève en Suisse, ne s'est pas rendu à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre où il était annoncé. Il n'était pas également présent au sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre à Paris. Des rumeurs sur son état de santé ont refait surface. Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, a dénoncé des rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination. Je cite, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Il demeure comme de coutume où qui se trouve attentif à l'évolution de la vie nationale. Fin de citation Barthélémy. Et nous reparlons du naufrage sur le lac Kivu. Nous sommes en République démocratique du Congo. La liste des passagers a disparu. Les recherches des disparus du naufrage survenu jeudi dernier sur le lac Kivu sont à l'arrêt. Le bilan des passagers du bateau Merveille de Dieu qui a chaviré au port du Kituku à Goma fait polémique. Selon la liste des passagers dressée par le comité des victimes du naufrage du port de Kituku, au moins 600 personnes auraient embarqué à bord du bateau en direction de Goma avant son naufrage dans le lac Kivu. Des chiffres contestés par les autorités qui renseignent que le manifeste du voyage a disparu. Barthélémy. États-Unis, un pilote meurt en plein vol. L'avion, parti mardi soir de Seattle sur la côte ouest des États-Unis, avait pour destination Istanbul, a indiqué sur X le porte-parole de Turkish Airlines, Yahya Ustun. Le commandant de bord de l'Airbus 350 s'est évanoui pendant le vol. Après une tentative vaine de premier secours, le cockpit, c'est-à-dire les 2 autres pilotes, a décidé donc d'atterrir en urgence, mais le capitaine a perdu la vie avant l'atterrissage. Les pilotes âgés de 59 ans avaient passé avec succès début mars un examen médical périodique, a précisé la compagnie Turkish Airlines. Barthélémy. Merci beaucoup, Fama Dion. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Rendez-vous tout à l'heure avec nos 2 intervenants dans la rubrique Point de vue. Nous allons débattre de l'arrêté portant sur le règlement intérieur des établissements scolaires. Et pour en parler, nous serons avec Eladji Malik Youm, le secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, et Laman Mbaye, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. RFM Sport. Malade Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, il donne la priorité à l'expertise locale pour diriger l'équipe nationale A de football. Pour le remplaçant de Aliou Cissé, le président de la Fédération sénégalaise de football a déclaré vouloir trouver un coach sénégalais pour lui succéder à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Une déclaration qui a été faite ce matin à l'occasion de la cérémonie de présentation du trophée de l'équipe nationale U20, vainqueur du tournoi de l'UFOA A. Augustin Senghor a également profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Aliou Cissé sur le terrain. Le président de la Fédération sénégalaise de football a profité de la cérémonie de présentation du trophée des U20 pour parler du cas Aliou Cissé. Augustin Senghor pense que le désormais ex-sélectionneur des Lions mérite un vibrant hommage. On a pris acte de la décision de l'autorité qu'on ne poursuive pas l'aventure avec lui, mais il était important quand même de lui rendre hommage à ce stade-là. L'occasion ne s'était pas présentée et nous avons pris comme prétexte cette cérémonie-là pour lui rendre un vibrant hommage en disant que Aliou Cissé, avec son pays et avec son football,
football a eu un destin fabuleux parce que pouvoir briller comme capitaine, comme joueur avec une équipe nationale pendant des années et plus tard revenir 20 ans après, gagner le premier trophée continental, la CAN, pour un pays, c'est immense. C'est un destin fabuleux et rien ne pourra l'effacer. Ce staff intérimaire était une obligation vu l'urgence que la Fédération sénégalaise de football avait à gérer. Et même pour le futur entraîneur, la Fédération opte pour l'expertise locale. On espère qu'on n'ira pas chercher trop loin parce qu'aujourd'hui, j'ai fait quand même l'éloge de l'expertise nationale. Je pense que mon comité ici ne me démentira pas. Notre priorité, c'est cela. Nous resterons dans notre logique. Pour le moment, la Fédération sénégalaise de football pense à la continuité et n'oublie pas ce que Aliou Cissé a eu à faire pour le Sénégal, surtout à ses débuts. Comme je wax rek xarañte suñu entraîneur yi may nañu balaa ñuy xool ci biti feneen ñu xool li nekk suñu weewu tànk li. Restons dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football pour parler de cette cérémonie de remise des prix, mais également de présentation du trophée de l'UFOA. M. Augustin Senghor a rendu également hommage aux jeunes U20 vainqueurs du tournoi de l'UFOA. Il les a également exhortés à tout donner pour ramener la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie au Sénégal. Il est avec Sodachan. Nous avons eu le plaisir d'accueillir nos Lions U20 qui sont rentrés mardi de Montréal au relais du titre de champion U20 de l'UFOA. Ils ont conservé leur titre et surtout, cerise sur le gâteau, ils se sont qualifiés à la prochaine CAN. Ils devront défendre leur titre continental. Et cette présentation méritait d'être mise en exergue. Et nous en avons profité aussi pour leur octroyer une prime de performance d'un montant de 1 500 000 à chaque membre de la délégation. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe U20 est en train de perpétuer depuis une dizaine d'années ce que nous connaissons du football sénégalais avec un football de l'équipe A qui brille au sommet avec des résultats exceptionnels depuis 10 ans, mais aussi un football de jeunes qui tiennent la dragée haute et qui continuent d'être performants et qui font du football sénégalais un football de référence reconnu. Et je pense qu'il était important de leur donner en guise de motivation ces primes de performance et de les encourager à persévérer parce qu'ils n'ont fait qu'à la moitié du chemin. Le souhait aujourd'hui, c'est qu'ils retournent à la CAN. Le challenge sera difficile parce que nous serons attendus, mais qu'ils essaient de préserver leur trophée. Le football avec la troisième journée de préparation de l'équipe nationale A du Sénégal cet après-midi à huis clos au stade annexe de Diamniadio. L'équipe nationale du Sénégal joue vendredi prochain pour la troisième journée des éliminatoires. Ce sera face à l'équipe du Malawi. Et nous parlons de natation Maladiane Junior, le Sénégal qui réalise une belle moisson plutôt au championnat d'Afrique. Au championnat d'Afrique qui se déroule au Ghana, on va faire le point avec le directeur technique national Thierno Diouf. C'est une compétition cumulée entre les seniors et les juniors. Pour les seniors, ils sont au nombre de 6 et également pour les juniors, ils sont au nombre de 7. Donc lors de la première journée de compétition, l'équipe nationale a eu à totaliser 18 médailles, dont 7 en or, 8 en argent et 3 en bronze. Et dans ces 18 médailles également, nous avons 16 médailles individuelles et 2 médailles en relais. Et par rapport à ces médailles, nous avons vu également une particularité par rapport à la championne Oumy Diop qui à elle seule a décroché 4 médailles d'or et une médaille en argent. Donc si on fait également le classement de nos nageurs, Oumy Diop également, en tout cas, est au devant par rapport au nombre de médailles qu'elle a remporté dès la première journée. Actuellement, l'équipe nationale est en train de mener la session matinale, donc on attend les résultats pour ce matin, à savoir la dernière journée. Voilà Bart, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup Maladiane Junior. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. Et nous revenons sur l'arrêté ministériel qui a été notifié aux inspecteurs d'académie hier, arrêté qui continue de faire polémique. Lequel arrêté donc invite les établissements, publics comme privés, à soumettre le règlement intérieur aux IA pour approbation. Mais la question que l'on se pose est de savoir quels sont les établissements visés. Koumba Sandiane Faye. Désormais, tout établissement doit accepter les signes religieux. Ça n'a jamais fait débat dans le système éducatif sénégalais, mais avec cet arrêté, tout est maintenant clair. Les établissements publics comme privés vont devoir conformer leur règlement intérieur aux exigences de ce nouveau document, remis aux inspecteurs d'académie. D'ailleurs, quels sont les établissements visés ou menacés? Abbas Ndour est le président du CAPEP Guédiawaye. CAPEP, c'est le conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé. Dans ces écoles privées, c'est la laïcité qui est appliquée. Nous avons reçu l'arrêté comme tout le monde hier tardivement dans la soirée
Mais là, en parcourant, nous voyons que l'arrêté nous conforme dans nos pratiques quotidiennes. Au niveau de nos écoles, toute obédience religieuse avec les particularités distinctives. Donc le problème ne se pose pas au niveau des écoles privées laïques. C'est des situations que nous avons vécues depuis longtemps, mais nous avons réussi à les gérer. Le problème ne se pose pas à notre niveau. L'arrêté d'ailleurs conforte ces écoles dans leurs pratiques quotidiennes. Nous n'avons pas de problème par rapport aux pères testamentaires qui partent d'écoles privées laïques par la liberté de pratique religieuse. D'autres écoles, les franco-arabes. Moussa Sow est le secrétaire général national des écoles franco-arabes autorisées ici au Sénégal. Elles sont plus de 1500. C'est même la laïcité qui s'applique dans ces écoles franco-arabes, qui accueillent des élèves de confession autre que musulmane. De nous, on accueille même des élèves venant d'autres confessions. Nous naturellement, nous sommes des écoles franco-arabes, mais nous appliquons la laïcité. Nous acceptons avec des autres religions, quoi, en quelque sorte. À la question de savoir si ces écoles franco-arabes accepteront-elles le port de la croix ou l'absence de voile, on peut m'utiliser certes, mais ils se lâchent. On peut accepter cela. Du moment que si un élève qui est quand même de l'autre religion, qui n'est pas musulman, si ses parents ne veulent pas qu'il porte quand même un voile, là, on va pas l'imposer. Là, on va le laisser étudier normalement, sûr de soi. Quant aux écoles privées catholiques, pour le moment, elles préfèrent ne pas se prononcer sur cette affaire. L'heure est à la concertation pour voir quelle posture adopter. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Touglow. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Stickers Rapido vous offre votre revue de presse. À la une de la presse de ce mercredi, les législatives anticipées du 17 novembre prochain et cette pléthore de recours sur la table des 7 sages du Conseil constitutionnel. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. C'est le branle-bas des représentants des états-majors devant le juge constitutionnel. Après la publication des listes, le temps est aux notifications des recours intentés ça et là contre les candidats. Les plus en vue, on pouvait aisément l'imaginer, celui intenté contre Ousmane Sonko et l'autre recours formé par Pastef contre Barthélémy Diaz. L'observateur relève toutefois qu'après Ousmane Sonko, la liste des suppléants de Pastef est attaquée avec la réplique de Haïb Dafé, le mandataire de Pastef qui parle de peine perdue. C'est un recours, je cite, de délinquants et Ousmane Sonko est éligible. L'autre réponse, constate Réumi Quotidien, c'est l'arme de la haute cour de justice brandie par le parti pouvoir, mais entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, le combat se précise aussi, ça va saigner, constate Bosby le jour. Sam Sakadou accuse le pouvoir en place de vouloir éliminer un adversaire à travers une liste parallèle. Barthélémy, Ousmane Sonko, jamais l'un sans l'autre, les quotidiens se lancent dans des analyses. Jusque-là, aucune décision motivée n'a à ce jour été transmise au maire de Dakar. Aucun juge n'a prononcé de peine complémentaire. Le code électoral de 2021 n'est pas applicable pour des faits qui se sont passés en 2011. Mais à y bien regarder, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, c'est finalement le même sort. Tous les deux relèvent encore la publication. Enquête se penche sur la disqualification des listes de la coalition Taxawu Sénégal dans les départements. Le journal se demande si Amadou Ba n'a pas saboté Macky Sall. Le journal note en tout cas que cet épisode a créé un malaise. La coalition Yamak Yerigne d'Amadou Ba sur le banc des accusés. L'ancien président a demandé des explications responsables. En attendant de tirer cette affaire au clair, focus sur l'agression de Macky Sall au Maroc par une militante Pastef. Pour le quotidien, il faut y voir la caution de l'État du Sénégal et du nouveau pouvoir en place. Le confrère ne comprend pas pourquoi Yassine Fall, la ministre des Affaires étrangères, s'est précipitée pour prendre fait et cause pour la Pastéfienne, portant assistance à celle qui a agressé l'ancien président. La paire fustige l'intervention de Yassine. Enquête parle d'errement de la diplomatie sénégalaise, devenue une diplomatie partiale. On soutient tacite à un agresseur. C'est l'heure des comptes, énonce sexuellement le commentateur du quotidien. Idriss Seck, l'un des plus grands maîtres en matière de politique sénégalaise, nous a rappelé que les grands bandits ne se disputent que lors du partage du butin. Cela se révèle encore juste une fois de plus, note le commentateur. Le retour annoncé de Macky Sall sème la
la pagaille au point que Pastef sort ses sbires pour l'attaquer jusqu'en terre étrangère. Et pour signer le crime de lèse-majesté ou de lèse-ancien président, le gros calibre Yassine Fall se charge de munitions à la gueule bien pendue, même dans un avion. Quand le leader de la paire va débarquer à Dakar, s'interroge le commentateur. En tout cas, évitez-nous juste de faire couler du sang dans les rues, c'est pour moi le confrère. Sur sa scène ligne et parle d'agression 3 fois dégueulasse. Enquête qui revient à la charge analyse la diplomatie sénégalaise à la lumière de cet incident. Pour le journal, au-delà de cet incident, c'est la gestion générale de la diplomatie sénégalaise qui est mise en cause. Alors que des centaines de Sénégalais sont en détresse au Liban, confrontés à une situation humanitaire critique, le ministère des Affaires étrangères reste silencieux. Pourquoi donc mobiliser les services diplomatiques pour un incident mineur alors que les Sénégalais sont en danger dans des zones de conflit comme le Liban, s'indignent plusieurs Sénégalais sur les réseaux sociaux. Selon un conseiller diplomatique interrogé par Enquête qui a souhaité garder l'anonymat, le soutien affiché à Madame Camara au détriment d'un ancien chef d'État comme Macky Sall incarne selon lui une rupture brutale avec les principes de respect et de neutralité qui ont toujours caractérisé la diplomatie sénégalaise. À la une de Direct News, flou autour des marchés publics entre AEE, POE et Azer, l'ARCOP suspend l'exécution. Cette décision fait suite à la saisine de la société AEE, POE au Sénégal contestant les dispositions envisagées par Azer PE pour le démarrage des travaux d'électrification des régions. Vive inquiétude toutefois de la banque espagnole, des transferts ont été constatés sur le compte du dépôt de l'avance de démarrage ouvert au niveau de la banque Santander alors que les travaux n'ont pas encore démarré. Le journal se demande où est passé le montant de 37 milliards de francs CFA. L'ex-DG de l'ARCOP Sahernian avait fait une note le 2 octobre 2024 pour suspendre les marchés. C'est ce même jour qu'il a été évincé. Coïncidence troublante, remarque encore la publication. On termine par du sport. Qualification CAN 2025 Sénégal-Malawi ce vendredi. Abdallah Sima et Abdoulaye Seck incertains. Note Sud Quotidien. 25 joueurs étaient présents hier lors de la deuxième séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade. Relève le soleil. Le confrère note que seuls Abdoulaye Seck et Abdoulaye Sima ont manqué à l'appel. Les joueurs sont entraînés avec les staffs techniques pendant une bonne dizaine de minutes avant le démarrage du galop sur la pelouse naturelle de l'annexe. On a noté beaucoup de détermination et d'engagement de la part des joueurs. La séance qui s'est déroulée dans une bonne ambiance a pris fin par des tirs au but sans conférence de presse. Un nouveau galop est prévu cet après-midi à huis clos. Bonne nuit à tous. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cameroun, Thiaroye et Touglow. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Stickers Rapido vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, débat sur l'arrêté portant sur le règlement intérieur des établissements scolaires. Pour en parler, nous sommes avec Laman Baye. Monsieur Mbaye, bonjour. Laman Baye n'est pas en ligne, le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Nous devons également être avec El Hadji Malick Youm. Il est en ligne, monsieur Youm? Oui, bonjour Barthélémy. Oui, bonjour monsieur Youm, El Hadji Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Le temps d'avoir Laman Baye qui doit également être avec nous. Mais monsieur Youm, vous, en tant que syndicat d'enseignants, d'abord la première question est de savoir, est-ce que vous trouvez nécessaire un tel document qui déjà installe une certaine polémique? Certaines écoles se sentent visées lorsque le Premier ministre l'avait soulevé pour la deuxième fois. C'était, on s'en souvient, le 19 septembre dernier lors du Conseil interministériel sur la rentrée scolaire. Le LAICA avait réagi. Quelle appréciation faites-vous de tout cela? Moi, je commencerai déjà par faire un rappel historique qui me paraît très important. Le Sénégal a été construit depuis plusieurs décennies dans le cadre d'une cohabitation et vraiment
d'une consolidation de ce que nous pouvons appeler la fraternité entre les différentes communautés qui peuplent ce Sénégal-là. Nous avons eu la chance d'avoir eu comme premier président d'ailleurs un président chrétien dans une communauté musulmane à grande majorité. Et cela montre déjà que nous avons eu toujours de bons rapports entre les différentes communautés religieuses qui peuplent ce Sénégal-là. De rappeler également que pour nous, tout ce qu'il y a dans cet arrêté-là, nous l'avons exploité et nous avons constaté que cet arrêté ne fait que rappeler un certain nombre de dispositions légales que nous retrouvons déjà dans la loi d'orientation du 22 février 1991, mais aussi qui partent ces dispositions-là, mais de la Constitution de notre pays, où il est clairement dit que nous sommes dans un pays laïque, et nous pensons que également, dans la hiérarchie des normes, mais le règlement intérieur devrait non seulement se conformer, mais respecter strictement les dispositions légales, car dans le cadre de la hiérarchie des normes, le règlement intérieur vient loin derrière, mais quand même la Constitution, la loi et les décrets. D'accord. Et de ce point de vue, donc, nous pensons que ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on doit respecter notamment l'article 1er, surtout de la loi d'orientation, qui dit clairement que nous sommes dans un pays où il y a un État laïque, et nous revenons à l'article 4, qui rappelle également que mais nous devons respecter les croyances des uns et des autres, les us et les coutumes dans l'ensemble, mais qui revient également pour clarifier en disant que les établissements privés peuvent dispenser un enseignement religieux, mais la même loi précise que, quand même, les parents d'élèves ont le droit de souscrire à cet enseignement religieux ou de ne pas le faire. Donc ça veut dire que déjà, on doit respecter Monsieur Youm, d'accord, donc il n'y a rien de nouveau quand l'arrêté demande à ce que les règlements intérieurs soient soumis à l'approbation des IA. Oui, je n'ai pas saisi. Je dis, il n'y a rien de nouveau quand l'arrêté demande à ce que les règlements intérieurs des établissements scolaires soient soumis à l'approbation des IA. Mais je vous dis que même ces IA-là vont se conformer aux dispositions de la loi, vont se conformer aux dispositions de la Constitution. Et je pense que c'est pour dire que, pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un rappel. Et tous les établissements sont tenus de savoir que les règlements intérieurs doivent se conformer aux dispositions légales et que aussi, ce qui prime surtout, ce ne sont pas ces règles-là, mais c'est le fait que les Sénégalais doivent comprendre aujourd'hui que nous devons avoir, nous tous, l'obligation d'exprimer cette volonté de vivre ensemble, d'éviter qu'il y ait des querelles inutiles et surtout de toucher à certaines sensibilités qui peuvent créer des problèmes. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Youm, surtout concernant ce principe de la laïcité que vous avez évoqué tout à l'heure. Lamane Mbaye est avec nous. Monsieur Mbaye, bonjour. Lamane Mbaye, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, Lamane Mbaye. La première question est de savoir, on sait tous que le problème n'a jamais été une demande sociale. Tout s'est bien passé dans les écoles, qu'elles soient privées laïques, celles dites privées catholiques ou franco-arabes. Pourquoi aujourd'hui, selon vous, la nécessité de sortir un arrêté relatif au règlement intérieur des établissements scolaires, mais surtout au port des signes religieux? Monsieur Mbaye? Allô, Monsieur Mbaye, quelques soucis donc avec le téléphone. Je retourne la parole à El Hadji Malick Youm, le temps de retrouver Monsieur Mbaye. Monsieur Mbaye, vous avez évoqué tout à l'heure la laïcité, mais aujourd'hui, quelle définition donnez-vous à la laïcité concernant notre pays, le Sénégal? Comment on définit la laïcité? Mais la laïcité, Monsieur Ngom Barthélémy. Monsieur Ngom, oui, Barthélémy. Mais tout le monde connaît la définition de la laïcité. Il n'y en a pas 2 ou 3 définitions. C'est le fait qu'on puisse comprendre que nous sommes dans un pays où chacun peut vivre en respectant les croyances d'autrui et cela est garanti à tout un chacun. Et de ce point de vue aussi,
il faut reconnaître que la laïcité, c'est de reconnaître que, mais il n'y a pas de coloration particulière pour l'État par rapport à une religion ou une autre, mais c'est vraiment le principe donc de la multiplicité des croyances et que c'est ça un peu que nous devons respecter parce que le principe de séparation de l'État, de la société et de la société, tout cela, c'est ça exactement qui nous ramène à ce principe donc de la laïcité. D'accord. Et donc en conséquence, vous ne voyez pas la raison d'être de cet arrêté qui crée aujourd'hui une certaine polémique dans la mesure où tout a été dit dans la loi. Partant de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, parce que je vous ai dit qu'en résumé, la laïcité, c'est déjà en gros le principe du respect de la conscience de tout un chacun et de ses croyances. Et si nous partons sur cette base-là, il n'y a même pas besoin de faire un arrêté ou autre chose. Chacun n'a qu'à se conformer à ce que dit la loi et nous aurons donc une école harmonieuse. Parce que si nous avons le droit d'ouvrir une école, de dispenser un enseignement religieux, mais aussi la loi précise que mais ceux qui viennent aussi mais ont le choix d'accepter de souscrire à cette ou de ne pas. Ces élèves-là que nous recevons dans ces établissements également, mais nous les recevons comme tels. Nous n'avons pas le droit de les endoctriner, la loi l'interdit. Nous n'avons pas non plus le droit de leur imposer un quelconque port vestimentaire ou de récuser quand même ce qui est relatif à leurs croyances, leurs coutumes et leurs us. Et je pense que globalement, donc, des efforts sont à faire de part et d'autre pour qu'on puisse se retrouver sur l'essentiel, comme je l'ai dit, qui n'est rien d'autre que la consolidation de cette cohésion sociale que le Sénégal a toujours connue et qui a été manifestée à travers surtout la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés, surtout quand on parle de ce dialogue islamo-chrétien qui a été symbolisé par des figures emblématiques que nous avons connues au Sénégal. Merci beaucoup El Hadji Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Merci, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h qui vous sera présenté par El Hadji Ndiogou. Nous essayons d'entrer en contact avec Lamane Baye, le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Quelques soucis donc avec la liaison. Lamane Baye donc pour recueillir son avis sur cet arrêté qui aujourd'hui crée une certaine polémique plutôt au niveau de certains établissements, de certains établissements scolaires. Lamane Baye donc avec nous dans quelques minutes, le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Il est en ligne. Monsieur Baye, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on a eu quelques soucis avec le téléphone tout à l'heure, toutes nos excuses. D'abord, le problème n'a jamais été une demande sociale. Alors, depuis lors, tout se passait très bien dans les écoles, qu'elles soient privées laïques, celles dites privées catholiques ou même franco-arabes. Pourquoi aujourd'hui la nécessité de sortir un arrêté relatif au règlement intérieur des établissements, mais surtout au port des signes religieux? Je voudrais vous remercier, monsieur, et saluer El Hadji Malick Youm, le secrétaire général du SAEMS. Dire simplement que ce texte est un rappel. C'est un arrêté qui fixe les principes directeurs auxquels doivent se conformer les règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation. Je voudrais aussi dire que ce texte s'inspire de notre charte fondamentale qui nous lie tous, la Constitution. Mais à côté de celle-ci, il y a la loi d'orientation de 1991 avec l'obligation de scolarisation des enfants du Sénégal. Il s'y ajoute les engagements du Sénégal à l'international avec la ratification des chartes et textes internationaux qui promeuvent le respect des droits de l'enfant. On peut également mettre dans le même cas de figure nos valeurs fondamentales traditionnelles qui mettent en avant la cohésion nationale et le vivre ensemble. Et je voudrais dire aussi que l'article 5 rappelle simplement notre commun vouloir de vivre, rappelle la sécurité
la discipline, l'acceptation de la mixité. Parce qu'au Sénégal, comme l'a rappelé Youm tout à l'heure, je crois que l'altérité n'a jamais été de mise. C'est plutôt une diversité culturelle agissante qui a toujours prévalu et qui fait aujourd'hui que le ministère de l'Éducation nationale sort un texte qui va dans le sens d'un consensus fort qui fait que l'enfant sénégalais qui vient avec ses perles, l'enfant sénégalais qui vient avec sa croix, l'enfant sénégalais qui vient avec le voile, tous doivent être mis dans le même ordre et que donc là, je crois que le problème ne se pose pas. D'accord. Oh, mais aujourd'hui, ici, certaines écoles privées notamment évoquent le règlement intérieur déjà en vigueur avec le port uniquement de l'uniforme. L'article 10 parle de sanctions. Alors, quelles pourraient être ces sanctions? Je voudrais rappeler simplement que le règlement intérieur qui s'inspire de la Constitution est un texte fondamental à partir duquel tous les autres textes doivent se conformer. En fonctionnement, c'est normal, mais en dysfonctionnement, vous l'avez dit, cela appelle quelque part, n'est-ce pas, tout simplement des sanctions. Les inspecteurs d'académie qui ont, n'est-ce pas, la charge de recevoir une demande d'approbation disposent d'un délai de 60 jours pour se prononcer sur la conformité du règlement intérieur soumis. Mais quelles pourraient être ces sanctions? Là, c'est l'inspecteur d'académie qui a, n'est-ce pas, tout simplement la charge de travailler dans ce sens-là. Et je crois qu'eux-mêmes sont aujourd'hui délégataires d'un pouvoir au niveau déconcentré et qui doit, n'est-ce pas, aller dans le sens, n'est-ce pas, d'amener le non-confondant aux règles. Et je crois que là, les règles sont bien hiérarchisées pour être appliquées. D'accord. Cet arrêté est juste un rappel, c'est ce que vous avez dit dès l'entame de vos propos. Mais aujourd'hui, rappelez pourquoi. Rappelez simplement pour dire qu'il y a une seule école sénégalaise, il n'y en a pas deux. C'est normal parce qu'on doit aller dans le sens d'une harmonisation des règlements intérieurs. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des règlements intérieurs qui ne sont pas conformes au règlement intérieur qui s'inspire de la Constitution, il y a lieu de s'arrêter, d'harmoniser et d'avoir, n'est-ce pas, une seule voie pour prévoir, n'est-ce pas, tout simplement les lois et règlements qui doivent être en vigueur dans le pays. D'accord, merci beaucoup. Merci Lamane Baye. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Lamane Baye, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Lamane Baye, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Merci également à Eladji Malick Youm, secrétaire général du SAEMS. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. C'est dans 7 minutes. Il vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliou Ba et Maïssa Mbaye. Chef d'édition Oumou Kalsoum Li. Eladji Ndiogou Diène sera là donc dans moins de 7 minutes pour les 13h. Bonne suite de programme sur la RFM.